Bonjour, je suis Augusta Camille, chargée de déploiement au sein du même incubateur. Merci. Euh, L'incubateur des territoires, donc c'est une mission de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Rapidement, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, elle a des missions sectorielles auprès de certains territoires, politique de la ville, ruralité, et après des missions un peu plus thématiques, à la fois en termes de numérique sur de l'infrastructure et sur de l'outillage de collectivité. Et puis, en appui à l'ingénierie des collectivités et surtout des petites collectivités. Quand on entend petite collectivité, collectivité de moins de 3500 habitants, qui peuvent avoir des projets qui concernent le logement, mais qui ont besoin d'un appui parce qu'ils ne possèdent pas cette ingénierie en interne. Donc l'incubateur des territoires est un des programmes de cette agence. Il est membre d'un réseau qui s'appelle le réseau Betagouv, qui est un réseau qui est animé par la direction interministérielle du numérique. Ce réseau est un réseau d'incubateurs de produits numériques au sein de ministères ou d'opérateurs de l'État. Et donc le but, c'est de pouvoir construire des produits numériques souverains, qui sont des produits open source, qui donc sont ouverts à des contributions extérieures, mais dont le code peut aussi également être repris par des acteurs privés. Et donc c'est un incubateur qui existe depuis la fin 2020 et qui est, on va dire, en phase de croissance et qui aujourd'hui incube une vingtaine de produits. Nos missions, en premier lieu, c'est une mission d'accompagnement. Donc, comme vous le disiez, on accompagne des petites collectivités de moins de 3500 habitants essentiellement, où on va mettre à disposition un expert du numérique pour comprendre les enjeux numériques d'une collectivité. Ça peut être des toutes petites collectivités, une collectivité de 30 habitants par exemple. Ça peut être des communes de montagne, ça peut être des communes qui sont très concernées par les enjeux de tourisme. Et donc on va leur faire des recommandations de produits open source qui sont soit des produits que nous créons, soit des produits qui sont issus d'éditeurs privés, à but lucratif ou pas. Comme je vous le disais, on incube des produits numériques et on va vous en présenter quelques-uns en particulier. On appelle ça des startups d'État. Pourquoi startups d'État? Parce qu'ils fonctionnent un peu comme une startup avec des petites équipes qui sont assez réduites, pilotées par un agent public qui va animer des chargés de déploiement, des designers, des développeurs. Et enfin, on a un rôle de coopération, de coopérateur. En premier lieu, avec ce qu'on appelle des opérateurs publics de services numériques. Grosso modo, des syndicats intercommunaux qui vont aider des petites collectivités ou des collectivités en général à s'équiper en produits numériques. Mais on peut avoir tendance à créer d'autres synergies avec d'autres opérateurs ou d'autres acteurs qui peuvent avoir un intérêt pour nos produits numériques. On va vous en présenter un dans le champ de l'action sociale, mais qui est utilisé également par un ministère pour accompagner ses propres agents. Et c'est là où il peut y avoir éventuellement des synergies avec des acteurs du domaine du logement. Sur la méthode un peu de construction d'un produit numérique, on part très souvent d'une investigation. C'est-à-dire qu'on va avoir un acteur de terrain qui va venir nous voir et qui va nous dire: moi j'ai une problématique, c'est qu'aujourd'hui je n'arrive pas à... j'ai un problème et donc j'ai besoin d'un outil numérique et je ne trouve pas, soit parce qu'il n'y a pas d'outils dans ce domaine-là, soit parce que les outils ne sont pas adaptés à notre besoin. On va beaucoup vous parler d'un produit qui s'appelle Espace sur demande. Le produit Espace sur demande, il a été créé parce qu'en fait on avait à l'origine un conseil départemental qui avait rénové beaucoup d'établissements scolaires et qui s'est dit: comment est-ce que je fais pour valoriser simplement ces espaces publics-là? C'est là où on fait le lien avec les opérateurs, les acteurs du logement, qui très souvent ont des espaces à valoriser, des locaux associatifs ou autres, avec toute la complexité que ça peut avoir. Donc on va être sur une phase d'investigation, on va essayer de voir est-ce qu'il y a véritablement un besoin, ou est-ce que simplement c'est le marché qui est mal connu, mais est-ce qu'il y a vraiment un besoin de créer un outil numérique? On ne va pas recréer un outil à chaque fois. Le but, c'est d'être un peu frugal sur notre approche. On va construire souvent pendant une année cet outil-là, toujours en rapport avec des acteurs de terrain, avec leurs besoins, avec leurs retours. Et après, on va être en phase, ce qu'on appelle d'accélération. À ce moment-là, la phase d'accélération, c'est un peu le cas sur Espace sur demande. On a créé l'outil, il est fonctionnel, il a les fonctionnalités de base qui permettent d'être utilisées par un certain nombre d'acteurs. Et notre but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui l'utilisent, de petites collectivités, mais aussi des fois de grands acteurs avec qui on peut coopérer, pour que en fait, l'investissement soit le plus, l'argent public soit le plus facilement utilisé et que le coût d'usage soit le plus faible possible. Et puis après, on peut être dans une phase de pérennisation où là, le produit va rester soit chez nous, soit partir dans une autre administration de manière plus classique.
Et là, simplement, le produit continue à exister et à être au service du plus grand nombre. Sur les types d'outils qu'on construit, on a ce qu'on appelle des outils d'outillage des collectivités. Donc c'est de la simplification et de la collaboration entre agents publics. Alors comme je vous dis, notre cible première, c'est les toutes petites collectivités. Donc des fois, ça va être une secrétaire de mairie qui est à mi-temps avec ses élus. Mais ça peut être demain aussi un réseau de correspondants dans des préfectures, donc faire remonter de la donnée de manière simple et uniforme. Et donc là, ça peut s'appliquer à d'autres personnes. Comme je vous le disais, de la donnée, qu'elle soit cartographique, qu'elle soit chiffrée, avec un outil collaboratif de données qui s'appelle GRIST. Et après, des missions qui sont en rapport avec l'inclusion numérique, puisque l'inclusion numérique est une des missions qui est portée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et enfin, depuis 2025, un guichet territorial sur la transition écologique, où là, pour le coup, on est actuellement en phase d'appel à candidature pour des collectivités ou des démembrements de collectivités, entre guillemets, qui auraient des outils numériques libres qui existent, qui permettent d'avoir un impact dans la transition écologique et qui pourraient passer à l'échelle. Sur l'outillage, alors il y a certains que je vais un peu passer rapidement parce qu'on va vous les évoquer après plus en longueur, on va vous expliquer un peu leur genèse et comment est-ce qu'ils pourraient devenir des outils pour des acteurs du logement, et d'autres que je vais vous présenter plus succinctement. Agents d'intervention sur les agents techniques, là on en parlera dans quelques instants. L'annuaire des collectivités, qui offre une page web à l'ensemble des communes en France. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 24 000 communes en France qui n'ont soit pas de site internet, soit un site internet qui n'est pas à jour. Et donc nous, c'est de leur offrir une présence minimale, savoir quand est-ce qu'est ouvert une mairie, quels sont ses conseillers municipaux, pouvoir publier les dernières délibérations, etc. Parce que là, il y a une carence, c'est parce qu'on s'adresse à des toutes petites collectivités qui n'ont pas les moyens d'avoir un site internet et de le maintenir. Espace sur demande, même chose, on en parlera après plus longuement. DevEco, qui est un outil qui a été créé à la demande des équipes politiques de la ville chez nous, qui est un outil qui permet de faire du suivi des acteurs économiques sur un territoire et qui permet de suivre les relations avec ces acteurs économiques-là, ce qu'on appelle un CRM, et qui peut être utile par exemple pour un acteur du logement social qui a des unités commerciales et qui a besoin de suivre entre les personnes qui demandent à pouvoir louer une unité commerciale et puis ce qu'ils ont d'existant. La suite territoriale, qui est un ensemble d'outils créés à la demande de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'adresse là encore aux toutes petites collectivités pour leur permettre d'avoir un mail et un espace Drive qui leur soit dédié. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 25 000 communes aujourd'hui en France qui n'ont pas de nom de domaine et qui donc vont avoir des adresses mail en wanadoo.fr, en orange.fr ou même en Gmail. Et du coup, l'usager, la préfecture ne peut pas savoir si c'est véritablement eux qui sont derrière cette adresse mail-là. Et donc il y a un enjeu de sécurisation. Aujourd'hui, on sait que la sphère territoriale est un des points de faiblesse dans le paysage du numérique public. Mon espace collectivité, qui a vocation à être un guichet unique des collectivités. Elle dépose un projet et tous les acteurs de l'État vont intervenir autour plutôt que de devoir déposer son projet auprès de l'ADEME, auprès du CEREMA, auprès de la NCT. Aide territoire, qui peut aussi s'adresser à beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui, puisque Aide territoire vise à recenser l'offre d'ingénierie de l'ensemble des acteurs publics, que ce soit un ministère, que ce soit une agence, que ce soit une mission interministérielle, que ce soit un département, une région, la Banque des territoires. La présence de ces aides-là et le fait que les collectivités, quand elles recherchent une aide, le fait de trouver l'aide ne soit pas un frein, le fait de monter un projet. Et enfin, rendez-vous service public, qui est une brique très simple de prise de rendez-vous et de rappel automatique de rendez-vous, qui vise à éviter la non-présence à des rendez-vous, et là aussi qui peut s'adresser à des acteurs du domaine du logement. Sur la donnée, la base adresse locale, le fait de référencer toutes les adresses en France de manière uniforme, ce qui permet d'avoir une donnée précise. Cette adresse-là, elle correspond à tel point GPS. Ces deux communes fusionnent, elles ont des rues en commun. Comment est-ce qu'on fait pour départager les adresses? Je vais passer un peu plus rapidement. Données et territoires, je vous le disais, des outils de pilotage de la donnée avec un tableur collaboratif GRIST et UMAP, qui est un outil de cartographie. Et enfin, je passe rapidement sur le volet inclusion numérique, un certain nombre de produits qui s'adressent à des conseillers numériques et mon suivi social qu'on évoquera un peu plus en détail après. Et du coup, je vais passer la parole à Gustave pour présenter l'espace sur demande. Alors, Espace sur demande, c'est une plateforme qui permet de mettre
à disposition des espaces. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez besoin aujourd'hui d'une salle de fête pour organiser un événement, d'une salle de réunion, vous allez pouvoir vous rendre sur l'espace sur demande et taper le nom d'une commune pour accéder à des espaces publics donc, qui ont été mis en ligne par des collectivités, par votre commune, mais ça peut aussi être des institutions, des universités, des collèges. Et c'est d'ailleurs des collèges que vient l'outil, puisque l'outil a été développé suite à un besoin du département de l'Isère qui avait fait rénover ses collèges et avait des salles non utilisées que le département souhaitait ouvrir au tissu local associatif. Donc si vous allez sur Espace sur demande aujourd'hui, vous allez avoir une partie, donc là on ne voit pas très bien, mais vous avez un bouton rechercher un espace et vous allez pouvoir voir qu'il y a différents types d'espaces. Donc on n'est pas uniquement sur des salles de réunion, ce qui explique notre présence aujourd'hui, mais le principe c'était vraiment de mettre à disposition un outil aux collectivités pour pouvoir très simplement mettre des salles, mettre un calendrier pour que nous, les assos, les entreprises et les autres agents publics puissent aller faire des demandes de réservation sans devoir aller en mairie, remplir des dossiers, attendre un délai conséquent, le temps que la mairie réponde aux mails, qu'ils nous reviennent vers nous, qu'on leur donne les papiers. Aujourd'hui, tout ça est numérisé. C'est un petit peu le principe de Airbnb. Donc, vous avez un côté pour rechercher des espaces, et bien sûr, il y a le côté pour les collectivités où vous créez votre compte, vous mettez vos salles, et il y a aussi une dimension collaborative au sens où tous les agents peuvent avoir un accès, vous pouvez gérer les droits, telle personne peut voir cette salle-là, telle personne peut traiter les demandes de réservation. Si voilà, il y a besoin d'avoir un accès uniquement pour voir les agendas, parce que vous avez une équipe de service ménage qui va devoir préparer la salle, tout ça est complètement paramétrable et c'est un outil qui évolue quasiment toutes les semaines. On sort des nouveautés, justement, en prenant en compte les besoins des utilisateurs, à savoir les collectivités. Notre présence aujourd'hui, elle va consister à vous parler de cette dimension d'hébergement qu'on développe en ce moment même. Alors on a mis en place, on a lancé un programme, donc une phase expérimentale avec la préfecture de Haute-Saône dont vous parlera Benjamin juste après. Mais l'intérêt, c'est que cet outil est en train d'évoluer vers aussi une dimension mise à disposition de tout ce qui va être logement, hébergement. Puisque le principe est que vous avez des pages sur lesquelles vous allez pouvoir mettre des photos, une description, des tarifs, un calendrier. Et là, l'idée, c'est que demain, très bientôt, vous pourrez faire la même chose pour une chambre à louer, un espace à louer dans lequel on va pouvoir loger, que ce soit à court comme à long terme. Je vais laisser Benjamin vous présenter. Alors, donc comme vous l'expliquez, espace sur demande, ça peut fonctionner sur du local associatif et on sait qu'il y a des bailleurs sociaux qui ont des locaux associatifs, qui les mettent à disposition, éventuellement des pépinières d'entreprise aussi, où ils peuvent mettre à disposition des espaces. L'expérimentation qu'on a actuellement en Haute-Saône, avec la préfecture de Haute-Saône, c'est qu'on se rend compte sur ce département-là qu'on a beaucoup de jeunes qui sont soit en études, soit sur l'accès au premier emploi, et qui ont du mal à trouver un logement. Et que donc il y a un frein à l'accès aux études, voire il y a des jeunes qui vont quitter le département de la Haute-Saône pour pouvoir poursuivre des études dans un autre département parce qu'en fait ils n'ont pas réussi à trouver un logement qui soit à proximité de leur lieu d'études. Et donc le souhait de cet outil-là, c'est de permettre à des personnes publiques qui ont des logements, ça peut être une mairie qui a un ancien logement communal mais qui ne l'utilise pas, ça peut être un bailleur social éventuellement aussi qui a des logements qui ne sont pas dans le cadre classique de l'accès au logement social, ça peut être un foyer de jeunes travailleurs et en face de permettre à ce qu'on appelle des prescripteurs, donc ça va être une mission locale, ça peut être un établissement scolaire, de faire la mise en relation et de dire à ta jeune, voilà, tu peux trouver un logement à tel endroit. Ça peut éventuellement être aussi sur des colocations intergénérationnelles. Et voilà, il y a un vrai enjeu. Et c'est vrai qu'on parle souvent de questions de logement en espace urbain. Et là, on va essayer de parler de questions de logement sur un secteur plus rural ou périurbain. Voilà. Donc là, on est sur vraiment cette phase d'expérimentation et voir après s'il y a un vrai enjeu à avoir une extension plus largement. Et je vais repasser la parole à Augusta pour vous présenter un second outil qui s'appelle Agent d'intervention.
Agent d'intervention, c'est un outil qui, pour le coup, vient de Poitiers. Le principe étant d'avoir un outil qui permettrait de transmettre aux services techniques des collectivités des to-do, de tâches à faire, avec toutes les informations directement consultables sur un téléphone. Donc, le principe étant que si vous êtes un responsable d'équipe, un responsable de service technique ou un maire, qui a un très petit service technique, vous allez pouvoir mettre toutes les tâches à faire sur une application et ensuite vous allez pouvoir les assigner aux différentes personnes. On est vraiment sur une logique de gestion d'équipe. De là, l'agent va recevoir une notification sur son téléphone et il va pouvoir donc se rendre sur son compte à lui, sur son espace à lui, agent d'intervention, depuis lequel il trouvera donc le détail de sa tâche à faire. Donc ça pourrait être par exemple réparer un lampadaire cassé. Il va retrouver des photos, il va retrouver la géolocalisation. Il y a un espace aussi de chat qui permet d'échanger entre les différents membres de l'équipe. Et on va pouvoir mettre à jour le statut de traitement. Donc tout simplement passer en fait la tâche, ce qui permet derrière au chef d'équipe, au responsable du service, d'avoir vraiment un historique de tout ce qui a été fait, de la date, par qui et quand, pour centraliser toutes les informations, toutes les données, sachant qu'aujourd'hui, ces éléments-là dont je vous parle sont faits sur des post-it pour la plupart du temps, qui se perdent, et ce qui fait que des cahiers donc papier, ce qui fait que ça arrive qu'il y ait des manqués, qu'il y ait des oublis, ou que on ait des informations qui se perdent en cours de route. Pour les agents aussi, l'idée c'est de simplifier aussi leur travail, parce que ça leur permet d'avoir un accès plus facile aux informations concernant leur travail. Et côté citoyen, l'idée c'est qu'on va pouvoir avoir un suivi beaucoup plus simple lorsqu'on va contacter la mairie, puisque les secrétaires de mairie peuvent avoir accès à ce type d'outils. Donc ça, c'est vraiment la genèse, c'est-à-dire les services techniques. Des discussions qui reviennent souvent, c'est vraiment étendre cet outil à des services qui vont être autres, agents publics au sens large. Donc, puisque, comme je vous dis, ça vous permet de faire de la gestion de projet. Donc, s'il y a besoin de mandater des personnes pour préparer un logement, pour gérer cette dimension ménage dont on parlait, cet outil-là permettra justement de mandater des personnes directement depuis un point central et d'avoir un suivi et aussi donc avoir un accès à la donnée pour toutes les différentes personnes qui pourraient être concernées de près ou de loin par la préparation d'un espace. L'autre aspect de cet outil-là, par exemple, c'est la possibilité de prévoir à l'avance des tâches récurrentes. Donc, par exemple, un bailleur social qui va avoir besoin de manière régulière de faire intervenir une équipe technique sur des outils incendie ou autres, il va pouvoir de manière régulière prévoir les passages d'intervention dans du logement. Et on sait que dans la relation à l'usager, entre bailleurs sociaux et locataires, il y a très souvent ces questions-là de récurrence, de tâches, etc., de suivi des interventions techniques, de comprendre pourquoi est-ce que l'intervention technique n'a pas pu avoir lieu. Et puis l'autre aspect, c'est que, alors aujourd'hui, on filtre un peu sur l'ouverture à l'usager direct de l'outil, mais par contre, ça peut permettre aux gardiens de vérifier l'avancement de la tâche et comprendre pourquoi est-ce que l'ouvrier est passé, mais qu'en fait, ça n'a pas été résolu, et d'avoir cette information-là sans nécessairement avoir une prise de contact avec une équipe technique là-dessus. Le dernier produit qu'on va vous évoquer avant de vous donner la parole et de pouvoir nous interroger, c'est un produit qui s'appelle Mon Suivi Social. Mon Suivi Social, il est né d'une demande d'un centre intercommunal d'action sociale de pouvoir faire le suivi facilement de ses usagers, de plus avoir des cahiers, des classeurs avec le suivi de telle personne, avec le fait que si telle personne est en congé, on ne sait pas est-ce que la demande a bien été faite ou pas, et donc de pouvoir faire ce suivi social-là. Aujourd'hui, c'est pas un suivi, il n'y a pas de suivi des demandes de logement. On a des éditeurs privés qui sont guichets enregistreurs qui nous demandent d'interconnecter. On dialogue avec les éditeurs privés. Mais là, on a souhaité vous le présenter. Alors, deux aspects. Parce que très souvent, les bailleurs sociaux sont des gros employeurs, donc ils ont un suivi de leurs propres agents. Et nous, aujourd'hui, on a un ministère qui utilise Mon Suivi Social pour faire le suivi de ses propres agents. Mais parce qu'on sait aussi que les bailleurs sociaux ont cet enjeu-là de suivre les locataires qui sont en difficulté sociale pour éviter le passage à tout ce qui peut être de faire partir les personnes des logements, et donc
d'avoir cet enjeu-là de suivi social, savoir est-ce que cette personne-là, elle s'est rapprochée de son CCAS pour avoir son suivi, est-ce qu'elle a fait un suivi auprès d'une assistante sociale. Et donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité vous évoquer mon suivi social. C'est un outil qui est vraiment caractérisé par sa simplicité de prise en main. Et c'est un outil aujourd'hui qui est reconnu puisqu'il a été primé au Salon des maires, il a été primé par l'Union nationale des CCAS. Et donc, il est facilement adaptable. Et comme je vous le disais, il est utilisé autant par des collectivités aujourd'hui que par un ministère pour faire le suivi de ses agents. Et donc, il est facilement adaptable à un besoin de suivi social d'autres acteurs. Si ça vous convient, est-ce que on peut échanger, si vous avez des questions, etc., par rapport à ces produits ou par rapport à d'autres produits qu'on a pu vous présenter précédemment. Oui. Donc vous nous demandez si le fait de recevoir, est-ce qu'il y a un brief avant? Ouais. Alors, c'est une très très bonne remarque. Effectivement, dans le cas précis des services techniques, il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas forcément de smartphone. Il y a plusieurs options par rapport à ça. Déjà, la première, c'est qu'on sait que de manière générale, les responsables d'équipe ou des services techniques font des briefs tous les matins. Donc, même si les agents n'ont pas de téléphone, et ça arrive qu'il y a certaines communes qui utilisent agents d'intervention, où il n'y a pas de smartphone, mais on va quand même, côté chef d'équipe, pouvoir faire son brief à partir d'informations numérisées et avoir un suivi vraiment clair sur toi tu fais ça tel jour, sachant que agent d'intervention ça permet aussi de faire des plannings. Une chose qui se fait beaucoup, c'est il y a des retours qui sont faits par téléphone, comme ça se fait donc, de manière générale. J'ai fini telle mission, et donc le responsable va pouvoir mettre à jour la tâche de l'agent à sa place pour modifier ça. L'autre option possible, c'est qu'il y a les ordinateurs, parce qu'agent d'intervention, bien sûr, ça se consulte depuis un ordinateur aussi, bien évidemment. Le soir, l'agent peut se rendre, retourner au service technique ou en mairie, il va pouvoir lui-même cocher toutes les tâches qu'il a effectuées durant la journée. Et bien sûr, la dernière option, qui finalement arrive assez souvent, c'est les communes qui équipent leurs agents de smartphones, sachant que l'outil a vraiment été pensé dans une logique de simplicité, de sorte à ce que ce soit au plus intuitif, même pour les profils qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique. Et il y a aussi l'option, la dernière option qui est certains agents utilisent leur smartphone avec agent d'intervention et d'autres non. Et donc on peut avoir un mode hybride comme ça qui permet une transition plus ou moins rapide. Merci. Vous évoquez effectivement le public cible, hein, les collectivités de taille moyenne ou petites collectivités. Est-ce que derrière tous ces produits, ces solutions, il y a une volonté aussi de mettre à disposition de l'information à travers, je sais pas, l'open data ou d'autres formes de diffusion de l'information, au-delà, on va dire, des ayants droit publics? Je vois par exemple la plateforme Deveco, hein, qui a l'air très intéressante. Mais est-ce que des acteurs privés peuvent accéder à ces informations-là, et si oui, de quelle manière? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de l'ouvrir pour partie, tout ou partie, ces applications et les données sous-jacentes? Alors sur Deveco, pour le coup, en fait, Deveco, je l'institue ici, Deveco à l'origine, en fait, il utilise la base sirène. Donc c'est simplement que Deveco va recharger la base sirène toutes les nuits et donc va tenir compte des informations qui sont mises à jour toutes les nuits et va interconnecter avec le foncier disponible sur le territoire. Donc on va interfacer deux informations publiques. Donc on le met à disposition des collectivités, des services de l'État, éventuellement d'autres, on appelle ça des démembrements, mais des opérateurs publics pour y avoir accès. On est en réflexion pour le mettre à disposition éventuellement de la BNF, mais pour le coup, après il y a une autre brique, tout ce qui est la relation en fait entre collectivité et entreprise, et là pour le coup ça reste que de la collectivité vis-à-vis de l'entreprise. Merci pour votre intervention. J'avais une question sur les bases de données, donc la slide juste avant, s'il vous plaît. C'était... ah bah non, pas...
Vous aviez une slide sur les voilà celle-là, pardon. Oui. Donc sur le, je m'intéresse pas mal à tout ce qui va être adresse et map parce qu'on sait que il y a des grands de ce nom GAFA qui utilisent beaucoup la cartographie. Est-ce qu'au niveau du développement de UMAP, il y a des choses qui ont évolué? Est-ce que c'est vous qui gérez un petit peu tout ça, sur notamment des calculs de distance, des choses comme ça qui sont faits par les grands GAFA et qui sont pas encore très apaisés et tout ça au niveau du map, ou il n'y a pas de développement, ça avance pas? Je sais pas si vous savez exactement. Mais... Alors, je n'ai pas tous les éléments en tête. UMAP repose sur OpenStreetMap. Nous, l'enjeu en fait de UMAP et du fait de proposer UMAP, c'est de proposer UMAP aux agents publics et d'éviter que des agents publics utilisent leur adresse mail personnelle pour accéder à OpenStreetMap et puissent éventuellement mettre des données à caractère personnel dans un outil dont on n'a pas la sécurisation. Alors que UMAP, c'est nous-mêmes qui l'hébergeons. On l'héberge dans l'espace européen avec dans l'esprit d'essayer d'avoir de l'hébergement Second Cloud, donc d'être souverain sur nos informations. On n'intervient pas uniquement sur ça, on va plutôt faciliter la prise en main. Actuellement, on va beaucoup travailler par exemple sur la question de l'accessibilité. On a des financements en matière d'accessibilité pour permettre l'accessibilité au plus grand nombre de nos produits numériques. C'est un objectif aussi, c'est-à-dire que, comme on disait, on appartient à un réseau BetaGouv, on a des objectifs en termes de RSSI, on a des objectifs en termes d'accessibilité sur nos produits numériques. Et donc voilà, après précisément sur les nouveaux développements d'immeubles, ça j'ai moins d'informations.